Alors bonjour à tous. Alors bienvenue pour cette conférence, ce panel de discussion. Alors à la fois bienvenue à ceux qui sont en salle, bienvenue à ceux qui sont à distance et qui se sont connectés. Donc ce panel de discussion et cette conférence s'inscrit dans cette session de fin de séjour de la centaine de nos boursiers qui terminent dans les prochaines semaines et mois la formation ici au Canada dans le cadre de la bourse du programme canadien de bourse de la francophonie. Et il nous apparaît important d'aborder la thématique de cette conférence, de ce panel de discussion qui est sur les défis et les enjeux du leadership, d'être un agent ou une agente de changement, parce qu'au final, c'est ce que vous êtes, des agents de changement et des agentes de changement. Alors, de manière générale, comme vous le savez, le PCBF est un programme de bourse de renforcement des capacités institutionnelles. Et dans ce cadre, vous êtes sélectionné pour venir suivre des formations de deuxième, troisième cycle afin de renforcer les compétences et vos expertises dans des champs de formation qui vont répondre aux enjeux ou qui répondent aux enjeux et besoins de vos institutions et de vos pays. Vous devez donc, à votre tour, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, assurer un transfert qualitatif institutionnel et jouer ce rôle d'agent et d'agente de changement. Nous souhaitons aujourd'hui, au travers de ce panel, d'avoir une meilleure compréhension commune de ce que c'est que l'exercice du leadership d'être un agent et une agente de changement dans un contexte socio, culturel, politico diversifié tel qu'il peut exister dans les 37 pays bénéficiaires. Quelles sont les opportunités à saisir? Quelles sont les menaces à anticiper? Quelles sont les aptitudes et compétences à avoir ou à renforcer pour atteindre le résultat final, que ce soit le renforcement des capacités de votre institution, de vos institutions et de vos pays. Donc, de manière générale, aujourd'hui, l'objectif est que vous puissiez comprendre, que l'on puisse comprendre ensemble qu'est-ce que le rôle d'agent de changement, d'agente de changement, de comprendre qu'est-ce que l'exercice du leadership et d'identifier les qualités et les aptitudes requises pour exercer ce rôle. De manière plus spécifique, nous allons essayer aussi de comprendre la limite et les défis pour l'exercice de ces rôles et saisir de quelle manière ces rôles peuvent s'exercer différemment selon son sexe, le contexte social, culturel et politique dans lequel vous allez vous retrouver. Et enfin, bien sûr, d'identifier des stratégies pour atteindre les objectifs souhaités du rôle. Alors, comment va se dérouler ce panel de discussion? Donc, dans un premier temps, je vais présenter nos illustres panélistes. Donc, je remercie d'avoir bien voulu être là avec vous, avec nous ce midi, pour partager de leur expertise, de leur expérience. Et ensuite, chacun va prendre la parole pour aborder une thématique. Donc, ils auront environ 10 à 15 minutes maximum chacun pour chacune de ces présentations-là. Et par la suite, nous partirons plus dans un processus, une dynamique de questions. Donc des questions que moi j'aurai, des questions que je vais vous inviter à poser vous aussi, et des questions qui peuvent venir aussi des personnes qui sont en ligne et qui suivent actuellement la conférence. Donc, pour commencer, je voudrais présenter Madame Sylvie Kinigi. Donc, merci Sylvie Kinigi d'être aujourd'hui avec nous. Madame Sylvie Kinigi est consultante sur les questions économiques et de la bonne gouvernance. Elle a été première ministre et présidente par intérim du Burundi de 1993-1994. En tant que femme leader, elle a joué un rôle clé dans les travaux de la préparation du pacte régional sur la sécurité, la stabilité et le développement, et qui est articulé sur les programmes d'action, projets et protocoles, et qui a été signé par les chefs d'État et gouvernement de 11 pays de la région des Grands Lacs en Afrique, le 15 décembre 2006 à Nairobi. Elle a participé à divers forums de réflexion régionaux qui visaient l'implication des femmes dans les mécanismes de négociation et de résolution de conflits en application de la résolution 1325 des Nations Unies. Elle a bien sûr, au cours de sa carrière aussi, développé plusieurs autres expertises de haut niveau, tant dans la gestion de politiques et de programmes macroéconomiques de développement, tant dans des questions de bonne gouvernance et la promotion de l'égalité du genre, de l'autonomisation des femmes et la défense des droits de l'homme. Donc, merci, Madame Kinigi, d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Tony. Monsieur Hubert Makwanda, qui cumule plus de 25 années d'expérience dans le domaine du développement organisationnel, est titulaire d'une maîtrise en andragogie, en éducation aux adultes de l'Université de Montréal, et d'un deuxième cycle d'études des hautes études commerciales de Montréal et HEC. Depuis 2014,
M. Makwanga agit à titre d'accompagnateur coach et formateur à l'ENAP au programme gouvernemental d'apprentissage de gestionnaire leader de la fonction publique québécoise. Au cours de sa riche carrière, il est aussi intervenu auprès de la Fédération des caisses des jardins du Québec comme expert en diversité et en équité. Il est le président fondateur de Concilium Capital Humain, dont le siège social est situé ici à Laval, et qui est une entreprise spécialisée dans le développement organisationnel des petites et grandes entreprises depuis plus de 10 ans. À ce jour, Concilium est fier d'avoir accompagné plus de 50 organisations et des centaines de gestionnaires à surmonter les défis liés au changement, à la performance, à la rentabilité et à la mobilisation des ressources. Alors, M. Makwanga, je vous remercie aussi d'être avec nous aujourd'hui. Nous savons tous que vous avez des agendas très chargés. Alors, je pense que ça va être aussi très riche pour nous et nos chers boursiers de vous écouter. Donc, je commencerai, M. Makwanga, à vous demander si vous pouvez rapidement nous présenter, comme je disais, en une quinzaine de minutes maximum, qu'est-ce que le leadership d'un agent de changement? Comment peut-on le définir? Quelles sont ses caractéristiques, les qualités personnelles? Quels sont les rôles que doit avoir cette personne? Merci. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir participer ici et partager un peu l'expérience. Je vais surtout parler de l'expérience d'intervention parce que du point de vue académique, je crois qu'ici, vous êtes bien rempli de connaissances et des cadres théoriques de toutes sortes, de l'ENAP. Et moi, ça fait au moins 15 ans que j'interviens dans plusieurs pays dans la francophonie, dont dans la zone UEMOA et en Haïti, à l'Est aussi, dans certains projets, et au Nord, au Maroc, on a participé à plusieurs projets. Dans tout ça, la plupart des interventions ont porté justement sur la gestion de changement et aider sur place les décideurs à faire évoluer les pratiques. Et ce que j'ai réalisé, je me rends compte, c'est que les changements, on en parle théoriquement, mais le faire vivre concrètement sur le terrain, c'est réellement un défi énorme. D'abord, quand on parle d'agent de changement, c'est avant tout une personne qui est convaincue des changements qui doivent s'opérer. Et non seulement il est convaincu, mais il comprend aussi le sens du changement, parce qu'on peut être convaincu, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut changer exactement. Et le leadership, dans le cadre du changement, moi je le définis aussi comme la capacité à créer, ou à convaincre en tout cas les gens autour de nous à créer l'avenir qu'on souhaite avoir. Et dans ce sens-là, ce qui est le plus important, c'est d'abord la posture. Ce matin, avant de venir, j'ai échangé avec un des responsables, justement, à l'UEMOA, où je pars dans 2 semaines pour une intervention auprès des directeurs des cabinets, là-bas, justement, pour réfléchir. Depuis 2 ans que je les accompagne pour travailler des changements majeurs de tous les pays membres dans ce côté-là. Et ce qu'on réalise, c'est qu'il y a énormément des travaux, des documents qui existent sur les changements. Il y a énormément d'argent investi auprès des consultants et des grandes firmes de consultation à travers le monde. Mais on est arrivé au point de dire les changements ne peuvent s'opérer que si les personnes sur place eux-mêmes bougent. Donc, le premier défi du changement, quand on est confronté à ça, vous qui allez retourner sur le terrain après un séjour comme au Canada, j'ai mis comme une échelle un peu comme si on devait grimper une échelle à 7 paliers. Et le premier palier, c'est au niveau de l'environnement. Comme vous avez vécu ici, vous voyez ici, on est dans un environnement assez aseptisé, mais aussi un environnement quand même assez organisé, structuré. Donc, quand tu arrives avec des connaissances techniques, tu as le support nécessaire pour faciliter cette opération-là et une certaine cohérence. Et les premiers chocs que je constate sur le terrain auquel on est confronté, c'est souvent d'arriver à un environnement, des fois même très chaotique, où on n'a pas toujours les supports nécessaires au niveau de la structure pour supporter l'idéal et surtout nous aider à transférer toutes les connaissances qu'on a eues. Donc, le premier défi est au niveau environnemental. Donc, même si après 1 an, 2 ans, je ne sais pas la durée que vous avez passée, vous verrez que le choc est quand même assez grand. Parce que quand on arrive, il y a certains regards sur les choses qui avant on était familiers, mais ça ne l'est plus. Parce qu'alors, il y a d'abord cette adaptation-là. Les deuxièmes,
c'est au niveau de comportement. Donc, quand on arrive, c'est sûr que vous arrivez avec des connaissances techniques et avec un idéal. Il y a certains de vos comportements, vos façons de voir les choses et des façons d'aborder les choses ont évolué. Mais malgré vous, il y en a qui vont penser que vous êtes devenu snob parce que vous vous prenez, comme on dit ici au Québec, pour un autre ou une autre. Donc, ça, c'est déjà aussi un choc. Comment que les gens vous prennent au sérieux ou comment passer un message sans nécessairement créer des fois des malaises qui sont d'ordre... Alors, il y a les défis maintenant d'aller, par exemple, vous avez été très sensibilisé des gestions axées sur des résultats, mais ce n'est pas si évident que ça. Ce qui vous semble évident maintenant, vous arrivez, une petite tâche ordinaire peut prendre des fois une journée, 2 jours pour aboutir à avoir une réponse. Alors, tout l'aspect hiérarchique, toute la machine, l'appareil procédural, des fois, ça peut devenir très confrontante. Ce qui amène le 3e défi, qui est au niveau d'apprendre maintenant à gérer la frustration. Parce qu'au début, il y a l'enthousiasme, mais tranquillement, la frustration va commencer à gagner. Et cette frustration-là peut se traduire de toutes sortes de façons. Alors, des fois, on peut devenir très critique. Et cette critique-là, au lieu qu'elle soit constructive, malgré nous, des fois, cette critique-là peut devenir acerbe et vous commencez des fois à être isolé par d'autres. Ou bien, également, par rapport à cette frustration-là, ça peut arriver aussi des fois à adopter des comportements d'intransigeance. Un des défis de l'agent de changement qui remarque quand vous arrivez, à moins que vous arrivez déjà à un poste de décideur ou des très hauts niveaux, mais la plupart du temps, vous arrivez dans des postes où vous n'avez pas forcément le dernier mot. Donc, être subalterne aussi, apprendre maintenant comment ça fonctionne, l'appareil, surtout ceux qui sont dans la machine publique, vous verrez que c'est extrêmement complexe et lourd. Donc, à ce niveau-là, apprendre la patience. Donc, travailler avec la bureaucratie, ça, c'est un autre défi d'agent de changement. Tout à l'heure, avec des questions, je vais revenir aussi sur des pistes, des solutions. Mais l'autre défi, c'est de travailler maintenant avec la bureaucratie. Des fois, j'ai vu que parmi vous, il y en a plusieurs qui travaillent comme au niveau de l'agronomie, au niveau de la nature. Et vous allez voir aussi être confrontés avec les infrastructures. Des fois, l'idéal est là, la technique, l'expertise est là, mais on n'a pas nécessairement des fois le support technique. L'autre point qui est important, et là, ça devient encore plus pointu, c'est au niveau des valeurs. Alors, les valeurs professionnelles, comment inculquer surtout la classe intermédiaire des professionnels, les valeurs de professionnalisme. Donc, c'est-à-dire que l'imputabilité, où quelqu'un, tu dis, quand je me confie une tâche, on s'est entendu, tu prends pour acquis, par exemple, ici avec vos collègues, vous êtes habitués de travailler, dis, bon, chacun va faire ce qu'il a à faire, après on arrive. Mais c'est incroyable, des fois. On a convenu quelque chose, une tâche très ordinaire, mais ça peut prendre des mois avant de débloquer. Le processus pour prendre ne fût-ce qu'un rendez-vous. Alors, tout l'aspect bureaucratique, donc pour l'agent de changement, c'est des petits changements qu'on va voir comment aller avec la stratégie des petits pas. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est que au niveau du discours, c'est extrêmement évolué. Moi, je dirais, si, par exemple, même ici au Canada et dans certains ministères où j'interviens, j'ai dit des fois, si les gens pouvaient avoir des fois les talents des discours d'écriture et même parler, comme dans la francophonie, des fois les gens ont cette éloquence-là. J'ai dit, mais les changements, si ce qui est écrit était vécu, c'est incroyable. Je crois que ça serait plus qu'un peu des pays émergents, ça serait des pays post-industrialisés. Mais l'écart entre les discours et ce qui est vécu sur place, incarner ce qu'on dit, est un défi énorme. Donc là, souvent, l'ultime, ça vient au niveau identitaire. Donc, c'est à quoi vous serez confronté aussi, c'est une certaine crise qui est normale. Remarquez, quand on vit des fois des processus d'inculturation et on retourne chez soi, il y aura temporairement une période des questionnements importants. Et même des fois, on serait tenté peut-être de démissionner, de laisser tomber ses rôles. Mais je crois que si vous vous laissez tomber, qui va le faire? Donc, à ce niveau-là, c'est un marathon.
amener des changements, et être leader des changements va passer avant tout, c'est un travail d'influence. Et ce travail d'influence, ça commence avant tout par créer des expériences positives autour de vous. Donc là où vous avez le pouvoir, comment je peux influencer en créant des événements, en créant des expériences positives pour que vous soyez inspirantes et inspirants. Être inspirant, quand on dit être une personne qui est inspirante, dans son sens étymologique, inspirer, c'est avoir du souffle et donner un souffle créateur à d'autres. Et pour donner un souffle créateur, il faut en avoir. Donc, être un agent de changement est avant tout être une personne créative. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il n'y aura pas des solutions que vous avez trouvées et apprises à l'école. Donc, il faut improviser et il faut même les créer des solutions qui n'existaient pas. Donc, pour ça, là, à partir de maintenant, il va falloir commencer à cultiver votre créativité, surtout travailler aussi l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat en vous, c'est-à-dire prendre l'initiative et essayer de vous entourer, commencer à s'entourer des personnes qui pensent positivement. Parce que moi, un des défis que je rencontre, le premier, c'est un genre de fatalisme. Mais t'en fais pas, on a essayé ça, il y en a d'autres qui ont fait passer avant toi, t'inquiète, c'est pas toi qui vas changer le monde. Donc, il y a plein de gens qui sont devenus pessimistes. Alors, être un agent de changement, le premier défi aussi, c'est vraiment changer notre attitude mentale. Être une personne positive et qu'en votre présence, vous soyez une bonne nouvelle. Quand quelqu'un vous voit, peu importe le niveau hiérarchique, mais les gens ont envie d'être avec vous. Et ça, je trouve que partout où j'ai constaté qu'il y a des changements, si minimes soient-ils, ça dépend beaucoup des personnes qui sont en posture de leadership. Et ça ne dépend pas forcément du niveau hiérarchique. Peu importe la porte d'entrée qu'on va vous donner, faites en sorte que votre jardin que vous allez cultiver attire les gens et que les gens aient envie d'être avec vous. Donc, c'est comme ça que les changements démarrent, d'abord en donnant les goûts aux gens que c'est possible. J'ai été dans des coins, de fois, très reculés, mais c'était incroyable. Des gens avec des budgets très minimes, même quand j'ai travaillé pour Desjardins, à un moment donné, il y avait des microcrédits, où des gens, c'est des budgets où il y a des projets qui avaient reçu des millions. Après 10 ans, 15 ans, il ne s'est passé rien. Des fois, des projets étaient réduits à des ruines. Mais il y a des endroits, c'est un groupement de femmes qui chacun a obtenu à peu près 1 000 $, mais peu de temps après, le coin est devenu un oasis. C'est très agréable. Moi-même, des fois, j'avais la possibilité d'aller habiter un hôtel en grande ville, je préférais rester là, parce qu'ils ont créé un petit paradis dans ce coin de pays-là. Alors, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus, et la plupart n'avaient jamais étaient à l'école comme tel, ils étaient analphabètes, mais ce qu'ils ont réussi à gérer, c'était extraordinaire. Mais c'était pour moi des leaders de changement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus. Et l'autre chose, c'est la constance. C'était des personnes qui étaient engagées et qui étaient constantes dans leurs convictions et dans des actions qu'ils ont mis en place. Ils ont commencé par des actions court terme qui donnaient des résultats rapides pour gagner en crédibilité. Et à partir de cette crédibilité-là, ils ont commencé à recevoir des subventions sans même en faire la demande, parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient en mesure de faire un changement réel. Et souvent, ça commence par des petites choses visibles que les gens peuvent voir. Aussi simple, par exemple, que la façon que vous entretenez votre bureau. Il y a des endroits où tu arrives pour voir, par exemple, vous arrivez à un poste de responsable ou de directeur. Bon, là, il faut traverser des fois 2 couches pour atteindre le directeur. Le premier niveau, le secrétariat qui est là rencontre des personnes qui sont là, qui parlent. Tu es là, l'invité qui arrive, tu es dans la salle d'attente. Après, tu vois le deuxième niveau, le patron. Puis le patron, il est embourbé dans des paperasses. Juste au regard, tu dis, mais ça ne va pas. Et la personne qui est au bout de ligne, cette personne-là, des fois, il y en a certains qui sont passés dans des processus comme vous, qui ont obtenu des diplômes, des 2e cycle, 3e, des fois à l'étranger, qui sont arrivés. Au début, ils avaient de l'ardeur, après 2, 3, 4, 5 ans, mais ils ont été par l'usure. Finalement, ils ont été absorbés par le système. Mais il y a d'autres endroits aussi, j'ai vu de merveilles. Tu arrives,
juste par la rigueur de l'accueil, l'organisation du travail, de l'espace de travail, tu dis, il se passe quelque chose ici. En termes d'efficacité, en termes de rigueur, ça commence à des choses aussi simples que ça. C'est comment vous habitez l'espace qu'on va vous attribuer pour travailler et comment vous commencez à influencer votre entourage immédiat, vos proches collaborateurs immédiats. Pour moi, les changements commencent par là. Tu arrives avec des grands projets, on va changer l'État, tout ça, c'est très bien. Mais commence au moins par là où tu as les pieds. Alors, j'ai encore du temps? Quelques minutes. Quelques minutes. D'accord. Alors, l'ultime aspect, c'est changer le sens des choses, donner le sens à ce que les gens font. Il y a un endroit, je pourrais l'illustrer par une petite anecdote. Il y avait dans un cinéma, il y avait un grand monsieur qui obstruait la vue, un jeune petit qui était en arrière, qui dit « Monsieur, je n'arrive pas à voir l'écran. » Mais c'était un film d'humour. Le monsieur, il dit « Mais c'est pas grave, ris quand moi je rirai. » Mais là, vous comprenez? Alors, souvent, c'est que je constate, les gens se comportent comme ça. Ceux qui sont derrière eux, ils ne comprennent pas ce qui se passe devant. Il dit « Fais juste suivre mes gestes quand je veux bouger. » Donc, la plupart du temps, les gens opèrent, on les mobilise, mais ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils font. Donc, un des grands défis du leader du changement, c'est de rendre des gens intelligents. C'est-à-dire comment je partage l'information, comment je rends des gens autour de moi brillants. Donc, il y en a beaucoup qui arrivent là comme leaders, mais ils conservent toute l'information pour eux, puis ils vont privilégier juste des gens qui leur sont proches, ou des amis, ou la parenté, ou du monde, au lieu de gérer par les talents, par le projet collectif et le bien commun. Donc, le premier défi, c'est d'avoir l'essence du bien commun et de trouver qui sont des actrices et des acteurs qui vont nous aider à réaliser ces biens communs-là et en prendre soin. Et ça, il n'y a pas d'histoire d'appartenance ou des éléments subjectifs. Et ces personnes-là, il faut les équiper. Et le premier équipement qu'on leur attribue, c'est les rendre intelligents. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour devenir autonomes? La première chose, il faut qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes. Ça, c'est un défi dans nos pays émergents. C'est un grand défi, amener les gens à penser par eux-mêmes et surtout leur donner la permission aussi de commettre des erreurs. C'est-à-dire que tu peux commettre des erreurs et ça fait partie de l'apprentissage. Les encourager à oser et aussi, surtout, à leur attribuer la reconnaissance. Ça aussi, c'est parmi des éléments souvent qui viennent galvaniser, créer ce qu'il appelle la plateforme nécessaire pour construire les bâtiments. Donc, les autres éléments, je vais y revenir avec des questions. Merci. M. Makwanda. Donc, je retiens quelques éléments. Être inspirant, être crédible, mais en même temps faire face à une réalité et faire face très certainement à une résistance, à se changer cette réalité-là, mais que en tant que leader et agent de changement, il faut re-questionner des éléments qui se faisaient jusqu'à présent, repousser les limites. Et comme disait Stéphane Covey, le changement se fait un pas à la fois. Et donc, vous avez la responsabilité aussi de créer cette brèche-là en tant qu'agent de changement. Et petit à petit, un pas derrière l'autre, le changement rentrera. Alors, merci, Monsieur Makwanda. Maintenant, j'inviterai Madame Kinigi, parce que pour nous partager la réalité que les femmes leaders en Afrique et ailleurs, dans la sphère publique et politique, quelle est-elle? Comment peuvent-elles, ces femmes-là, jouer ce rôle de leader et d'agente de changement dans ces environnements-là en tant que femmes? Je vous remercie. Tony m'a invité à vous partager en fait mon expérience et je suis fière de pouvoir partager ça avec une génération qui reflète en réalité mes enfants, parce que mes enfants ont votre âge et c'est un plaisir quand on se dit « je suis le modèle pour les miens ».
Comme le sujet qui m'a été attribué, c'est en réalité de parler du leadership des femmes. Et vous savez, quand on interpelle la femme pour lui dire quelle est la solution du développement, spécialement pour notre continent en Afrique, c'est une grande charge. Et en cela, nous avons été les pionnières. Vous êtes aussi des modèles. Et c'est comment pouvez-vous, effectivement, aujourd'hui, utiliser ce que vous avez appris de vos sœurs, ce que vous avez appris ici, de par vos formateurs, mais aussi de par l'environnement, pour l'exploiter et être effectivement l'agent, l'espoir du changement. En 2010, en octobre, l'Union africaine a lancé à Nairobi la décennie de la femme africaine. C'était un appel dans ce sens. C'était un appel au gouvernement, c'était un appel au secteur privé, c'était un appel à nous-mêmes, les filles africaines, de tout mettre en œuvre pour réellement changer le visage actuel de l'Afrique. Il y a tellement d'opportunités, mais il y a d'énormes défis, à commencer par les conflits auxquels on assiste en Afrique, qui, comme je le dis souvent, est la honte du monde entier. Les conflits en Afrique, c'est la honte du monde entier, voire qu'ils ne sont pas capables d'arrêter ces conflits. Pour revenir sur mon sujet, je commencerai bien sûr par le leadership des femmes dans les sphères politiques. Si cet appel nous est lancé, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réellement nous impliquer dans le domaine politique avec nos frères, bien sûr. Vous savez bien qu'ils ne peuvent pas nous laisser cette place. On voudrait qu'ils comprennent que sans nous, ils ne peuvent pas y arriver. Quand on parle de politique, nous avons initié des processus de démocratisation pour faire place à tous les citoyens d'influencer les choix politiques. C'est un instrument qui nous est favorable en tant que femmes, mais comment en tirer profit? Quelqu'un disait que l'implication dans les partis politiques est la solution première, et j'y crois. Parce que c'est le moyen le plus direct d'agir. Surtout si on peut pousser les femmes à créer leur propre parti, des partis qui reposent sur les aspirations qu'ils ont, une vision d'un avenir équilibré. Pourquoi ce sont les partis? Aujourd'hui, c'est les partis, en fait, qui présentent les autorités, le pouvoir, les candidats au pouvoir. Mais qui choisit ces autorités? C'est le peuple. C'est vous. Alors, vous comprenez que c'est important. La première chose, c'est très important de vous impliquer dans les partis politiques. Vous impliquer, pas seulement être membre, participer au cadre dirigeant, dans les organes dirigeants. Mais avant d'y arriver, au moins participer comme membre, analyser le terrain, réfléchissez sur vos propres aspirations.
Alors, soyez dynamique même en tant que membre pour pouvoir influencer la définition de la vision du parti, pour influencer le choix des axes sur lesquels vous allez travailler, vous allez construire votre vision. En tant que femme, sur quoi vous allez reposer le projet du parti? Il y a des domaines clés en tant que femme, mais bien sûr, en tant que mère, en tant que membre d'une société, c'est pas uniquement, il faut faire comprendre à votre projet, aux autres militants, que c'est pas uniquement des préoccupations d'une femme, mais c'est des préoccupations de la société. Quand on parle, par exemple, de l'accès à l'éducation des filles, quand on parle de la lutte contre les violences sexuelles, il ne faut pas en faire un problème féminin, c'est un problème de société. Convaincre les autres membres des partis que ce sont ceux-là qui devraient être les priorités. Si vous faites partie des organes, bien sûr, c'est toujours bon, mais créer des alliances pour porter vos idées et montrer que ce sont ces idées qui vont pouvoir favoriser l'électorat à préférer votre parti. Il a bien expliqué, c'est important d'avoir des alliés. Un des problèmes que rencontrent souvent les femmes, surtout en Afrique, pendant des années, on s'est renfermé sur nous-mêmes. On s'est toujours mis derrière nos maris. On n'a jamais osé trouver nos places. Aujourd'hui, le terrain nous appartient, mais il faut aussi parvenir à bâtir vos propres réseaux. Alors, ne vous arrêtez pas au niveau d'être membre, au niveau d'être, pourquoi pas, influent au sein des organes. Vous serez beaucoup plus utile le jour où vous atteindrez les postes de décision. Et là, c'est où? Il faut être candidat. Les femmes, pendant plusieurs années, on a eu des difficultés à avoir même des femmes candidates. Quand j'ai commencé à être active, j'étais dans le mouvement des jeunes, j'étais à l'université, mais quand on demandait à une femme d'être membre d'un comité, on avait toujours peur. On était tellement timide. Il a fallu que quelqu'un pousse, mais nous avons besoin d'une femme. Et que quelqu'un te pousse. Et pourtant, vos idées sont des idées pertinentes. Quand il s'agit des cours habituels, ils viennent de « Oh, est-ce que toi, tu peux résoudre tel problème? Toi, tu peux faire ça? Toi, tu peux faire ça? » Ah bon, si je peux faire ça dans d'autres domaines, viens me soutenir pour que je sois demain candidat et que je puisse défendre tout cela dans un cadre qui influence les politiques. Donc, c'est important d'être membre de parti. Mais deuxièmement, les problèmes qu'on rencontre dans nos pays, c'est que la population féminine a toujours peur d'être véritablement dans la sphère politique. On dirait que c'est pas son... Il est prêt à aller dans le secteur privé, mais s'aventurer... Il y a des progrès, j'en conviens.
mais il faut agir. Même si vous avez la possibilité, les moyens, vous vous dites, moi, là, je ne voudrais pas être dans la sphère, au moins engagez-vous pour appuyer vos sœurs. Faites le plaidoyer pour que la population féminine n'envoie pas leurs frères pour voter. Y allez vous-même parce que c'est vous qui avez un candidat à vouloir pousser parce qu'il représente vos propres idéaux. Allez au vote, sensibilisez les femmes pour qu'ils votent les autres femmes ou même les hommes, si ces hommes ont été choisis par le parti parce qu'ils sont pro-genre, parce qu'ils soutiennent les aspirations que vous avez. Le domaine le plus important, comme je venais de le dire, c'est de participer dans les institutions électives. Avec les statistiques, on voit qu'il y a d'énormes progrès depuis 1995. Je dis 1995, c'est l'année du sommet d'Aubingine où on a adopté une plateforme où la communauté internationale s'était engagée véritablement à changer les comportements, changer les mentalités, mettre en place des instruments pour faire de la femme un partenaire à part égaux pour le développement durable. Mais on remarque malgré, après, on est maintenant en 2019, pratiquement en 2020, après combien d'années? Plus de 10 ans? On est encore à 20% au niveau des institutions parlementaires. Dans le monde, on représente moins de 5% dans les postes de plus haut niveau, au niveau des chefs d'État, au niveau des premiers ministres, de représentation de la femme. Et au niveau local, dans les institutions locales, il n'y a que 20% de femmes. Quand je dis les institutions locales, sont au niveau des maires, au niveau des conseils communaux. Bien qu'il y ait quelques exceptions, on a souvent cité les pays nordiques, la Norvège, la Finlande. En Afrique, il y a le Rwanda qui est aujourd'hui l'exemple. Il y a aussi le Sénégal qui fait des progrès au niveau du Parlement. Mais au niveau de l'exécutif, les progrès n'ont pas suivi. Pour comprendre que malgré tout, si la femme s'implique, ne fût-ce que pour les parlements, c'est un grand pas, c'est déjà une ouverture. Parce que au niveau de l'exécutif, c'est toujours des sphères où c'est le pouvoir masculin qui agit, parce qu'il nomme. Si vous parvenez à être élu, il est important de vous impliquer pour vous assurer que cette institution dans laquelle vous participez vous garde comme un modèle inspirant. Il faut toujours savoir que vous êtes là pour défendre, encore une fois, vos aspirations. Il faut vous assurer d'être visible. Je ne reviendrai pas sur les qualités qu'il a bien développées, mais c'est important de faire valoir vos valeurs où vous êtes.
je vois qu'on m'invite à être rapide. Je reviens sur les... Je voudrais quand même sur ce thème de la participation dans les sphères politiques, insister sur les barrières. Parce que c'est ces barrières sur lesquelles nous devons agir aussi. En Afrique, malheureusement, il y a les problèmes de la gouvernance avec les conflits, on en a parlé. Les pesanteurs culturelles qui pèsent sur les femmes sont encore lourdes. Sur ça, vous pouvez agir comme un agent dynamique pour changer ces pesanteurs. Ces pesanteurs, vous savez pertinemment que vous avez des valeurs. Il faut les faire valoir. Il ne faut pas que, à ta place, tu laisses un homme décider alors que c'est toi qui décides. Vous avez acquis les mêmes diplômes. Avec les outils modernes, il faut renforcer vos capacités régulièrement pour les exploiter. Il l'a suffisamment souligné. Ce qui est toujours un problème, bien sûr, chez les femmes, c'est bien sûr l'équilibrage entre les obligations familiales et les obligations professionnelles. Ici, je dis ici au Canada, dans certains pays, ils ont au moins la chance que les hommes et les femmes partagent cette responsabilité. Il y a aussi des structures sociales qui favorisent, qui permettent d'alléger le poids des charges sociales sur les femmes. Mais la première responsabilité vous revient dès que vous avez un poste. Organisez-vous, essayez de vous entendre avec votre mari, parce que lui aussi, il faut lui montrer qu'il en retire un bénéfice. Parce que ce que vous gagnez, ce n'est pas pour vous individuellement, c'est pour votre foyer. Et ça a été prouvé que quand la femme progresse, ce n'est pas pour elle individuellement, mais c'est pour le foyer. Un directeur général de l'UNESCO, le premier directeur général de l'UNESCO, qu'est-ce qu'il a, dans sa déclaration, il dit « Qui fait progresser la femme, fait progresser l'humanité. » Mais qui fait, je m'excuse pour les hommes, je m'excuse pour les hommes parce qu'il disait que si vous faites, celui qui fait progresser un homme fait progresser un individu. C'était une façon on nous accuse généralement en politique, on nous accuse, je ne sais pas si c'est justifié ou pas, on accuse les femmes de ne pas être solidaires avec leurs sœurs. Peut-être que c'est vrai, mais c'est un défi qu'il faut gagner. Et aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. C'était vrai hier parce qu'une femme qui osait aller en politique, on la prenait pour une femme imbue d'elle-même, on la prenait pour une femme qui veut porter, chez nous on utilisait le terme, elle veut porter un pantalon, parce qu'on ne portait pas de pantalon. Elle veut porter le pantalon. Et au lieu de la soutenir, c'est les femmes elles-mêmes qui commençaient à la décrédibiliser. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il faut, malgré tout, c'est important, c'est autant vrai pour les hommes que pour les femmes, vous ne pouvez rien réussir sans vous engager et sans démontrer votre détermination à réussir. Et cela,
c'est non seulement vos capacités, votre comportement, mais c'est aussi le chemin que vous prenez pour réaliser ton objectif. Il faut avoir des informations, il faut bâtir ta stratégie et il faut la bâtir avec des gens. Il faut avoir des réseaux. Il l'a si bien dit. Il faut avoir des fois un coach ou un mentor qui te supporte là où vous croyez avoir perdu. Si tu as quelqu'un, une influence, il va vous relever rapidement. Et il ne faut pas, à la manière de notre tradition, je dis en tant que burundaise, on éduquait la femme à ne pas extérioriser ses problèmes, à ne pas extérioriser ce qu'elle ressent. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et on dit que pour guérir une maladie, il faut en parler. Merci Sylvie. Non, je m'excuse, je vais continuer. Accorde-moi 5 minutes. Non. Accorde-moi 5 minutes. On va négocier comme en Afrique, 2 minutes. 5 minutes. Les femmes dans l'administration, sachez qu'il l'a dit suffisamment et que si on m'a demandé de donner de mon expérience, c'est par rapport à cela. Moi, j'ai travaillé d'abord, je n'ai pas toujours travaillé dans la politique. J'ai travaillé d'abord à la Banque centrale. Et vous savez qu'à la Banque centrale, c'est un milieu traditionnellement masculin. C'est un milieu où il était difficile de percer. Chez nous, même la loi bancaire était discriminatoire. On n'avait pas le droit d'accéder au crédit. On n'avait pas le droit à l'époque d'avoir même des comptes bancaires. Mais au début, nous nous sommes battus. Nous n'étions que 3 femmes. Bien sûr, avec des diplômes. C'était pas 3 femmes sur 15 hommes, 3 femmes qui avaient des diplômes. Nous nous sommes battus jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a même failli me mettre à la porte, mais on se battait pour avoir les mêmes droits. C'est après 10 ans qu'on est parvenu à avoir le même accès au crédit. Et quand on vous dit salaire égal, à travail égal, salaire égal, ce n'est jamais ça. D'abord, sachez que les femmes sont plus dynamiques, travaillent 2 fois plus. Parce que, oui, je vous le dis, parce que des fois, on se sous-estime. Il faut savoir, tu as fait ce travail, tu valorises ton travail. Il ne faut pas donner ton travail à ton collègue masculin pour que ce soit lui qui aille le présenter. Présente ton travail. Présente ce que tu as fait. Même si, deuxièmement, dès que tu entres dans, observe, essaie de voir si ton supérieur peut être ton mentor. Ouvre-toi. Tu as des qualités, tu as des compétences, il t'a engagé parce qu'il a confiance en toi et il veut bâtir sur toi. Ouvre-toi, montre-toi que tu veux réussir. Et si nécessaire, si on te dit, quand j'ai commencé au PNUD par exemple, j'étais engagée parce que je venais de quitter la politique, j'avais eu une bonne carrière au pays, j'avais un background, je me disais, j'ai pu m'imposer auprès du Fonds monétaire de la Banque mondiale à travers parce que j'ai été coordonnateur du programme d'ajustement au niveau national, j'ai pu imposer des fois certaines conditionnalités qu'il fallait reculer. Pourquoi ne pas percer au PNUD? Et j'arrive là, je me rends compte que, on m'a recruté comme francophone, mais
le langage de travail, ce n'est plus le français, c'est l'anglais. Tu ne vas pas dans une réunion et commencer à dire « Moi, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Moi, je ne maîtrise pas la langue. Moi, je... » Non. Ils vont commencer « Ah, il a été Premier ministre, mais il n'est pas capable de faire ça. Il a été ceci. On l'a recruté comme conseiller économique. C'est nous qui allons faire le travail. » S'il vous plaît, très rapidement, relevez les défis dans ces matières où vous pensez « Ah, ici, je ne maîtrise pas. » Rapidement. Prends. Analyse tes faiblesses et fais ton plan de carrière. Il faut toujours avoir un plan de carrière. Et quand on fait un plan de carrière, tu t'arrêtes une stratégie. J'ai des faiblesses à combler, je les comble par la formation. Je fais la lecture. Maintenant, il y a des réseaux Internet, j'entre dedans, je les exploite. J'ai un patron qui, fort heureusement, peut être mon mentor. Si celui-là n'est pas capable, je cherche un collègue qui est plus expérimenté pour être mon mentor. Ainsi de suite. Mais armez-vous, s'il vous plaît. Enfin, Le mot de la fin. enfin, Elle est cohérente, elle applique. enfin, on nous a bloqués. On a bloqué la femme dans les sphères politiques. On a voulu la bloquer même dans les postes de décision au sein de l'administration. Mais une femme est toujours combattante parce qu'elle sait qu'elle est en train de se battre, non pas pour elle-même, mais pour l'avenir de sa progéniture, pour l'avenir de l'humanité. Et elle se cherche toujours les canaux pour y arriver. C'est ainsi que, au sein de la société civile, les ONG, vous trouverez que 80% d'ONG sont constituées, ont été créées par les femmes. Et ce sont des instruments importants. Ne les négligez pas. Nouez des relations avec eux. Nouez des alliances. Faites partie, si cette ONG est une ONG dont les missions vous tient à cœur, faites partie parce que ce n'est pas en contradiction avec le travail administratif. Ce sont des réseaux d'influence. Ce sont ces réseaux qui ont fait les femmes politiques, qui ont bâti, qui ont poussé les femmes à s'impliquer dans les sphères politiques. Parce qu'ils sont derrière vous. Ils vont vous aider à renforcer vos capacités. Il faut bâtir sur ces réseaux. Et vous gagnerez. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. On retient donc, et si je rebondis, bon, on pourra poursuivre dans les questions. Si je rebondis sur votre dernier, comme votre mot de la fin, donc les femmes ne doivent pas juste rester dans le milieu de la société civile, mais beaucoup plus s'investir dans le milieu politique, prendre cette place-là. Assurer aussi de convaincre les autres, les hommes, d'un processus d'inclusivité et que les droits qu'ils réclament, la place qui est réclamée par les femmes, bénéficient à tous et toutes et non pas juste aux femmes, et de créer ces alliances-là. Toute la question de l'égalité, je pense, est un élément primordial sur la question de la place, puis Sylvie est revenue souvent là-dessus, sur la place traditionnelle de la femme, sur le rôle traditionnel de la femme. Et je pense qu'on a encore plus ce combat au niveau de la francophonie à faire. Lors d'une des conférences qu'on avait données il y a quelques mois sur la question de l'égalité femmes-hommes, la conférencière nous avait fait réaliser quelque chose. En français, on parle des déclarations de droits de l'homme, alors qu'en anglais, on parle de human rights. Human est autant les hommes que les femmes. Mais en français, on a préféré plutôt ramener ça au fait que c'est l'homme. Donc, vous avez une responsabilité aussi en tant que leader et déjà, les éléments d'inclusivité sont apparus et je pense qu'on va pouvoir y aller beaucoup plus dans les questions. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir partagé.
Et vous avez appliqué parce que finalement, vous avez pris la place et plus encore que ce que je voulais vous donner. Alors, je voudrais aller maintenant dans la période de questions. Donc, j'ai quelques questions, moi, pour nous qui nous sommes venus, mais aussi, je pense, je demanderai à peut-être Louis de se lever pour essayer de fédérer. Donc, les personnes qui auront des questions à poser de la salle viendront rejoindre Marie-Ève ici, à qui je vais donner mon micro. Et à ce moment, pourront poser la question et on essaiera d'alterner entre mes questions et vos questions. Alors, la première question que je vous poserai, Sylvie Hubert, quels sont les facteurs clés de succès de la réussite d'un changement? Hubert, écoutez, moi je vais d'abord remercier Sylvie pour son ardeur et sa fougue, l'énergie contagieuse. Je comprends qu'on vote pour vous. Moi, je crois que les facteurs des succès, mais le premier, c'est un peu ce que vient d'apporter Sylvie, c'est-à-dire que les défis permanents, et ça c'est assez, que ce soit ici et dans la francophonie, particulièrement dans des pays émergents, je dirais, passer actuellement l'approche des dualités à une approche de confiance. Il y a réellement une crise de confiance, c'est-à-dire que on fonctionne encore beaucoup en mode duel. Dans le mode duel, j'entends dans la logique du « ou », et une logique qui est très, très égo-systémique, c'est-à-dire qu'avec la logique qui est basée sur soi. Donc, quelqu'un qui arrive au pouvoir, quelqu'un qui a le privilège d'être dans le rôle des responsabilités, les premiers réflexes qui demeurent encore, c'est favoriser les siens, favoriser son réseau, ses connaissances. C'est comme s'il faisait du placement pour que les jours qui vont... C'est comme encore un genre d'inconscient collectif qui demeure, que si je quitte, ici on achète des assurances personnelles, mais là-bas, les gens, leurs assurances, c'est les gens qui le connaissent. Pour que les jours, quand ils quittent, mais il a placé son argent auprès de sa famille ou son monde. Et ça, il faut vraiment, si on veut arriver à des changements durables, il faut sortir de cette logique-là et aller plutôt vers une logique écosystémique qui est basée sur des rapports d'altérité, des rapports d'inclusion basés sur les compétences qui vont favoriser l'avancement de tous. Et je voudrais ajouter quelques éléments. Une des clés aussi des facteurs des succès, c'est la prévisibilité. Être prévisible, surtout quand on est responsable d'un projet, on est un agent d'influence, parce que c'est une lacune majeure. Et la prévisibilité, c'est la capacité à planifier et à suivre notre plan de match. Il y a beaucoup d'improvisation. On arrive des fois dans des projets, on fait des plans annuels, on fait des plans stratégiques, on fait des plans triennales, mais personne ne les suit. On a des tableaux de bord, une fois que ça a coûté des milliers d'argent, les gens ne les utilisent pas. Donc alors, amener maintenant une culture de prévisibilité, une culture de planification et outiller les gens à suivre l'itinéraire qu'on s'est donné et à minimiser l'improvisation. Le deuxième élément, la cohérence. Cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. On promet beaucoup de discours, mais on livre très peu. Promettez moins, livrez plus. Personne ne vous demande de promesses. Alors les gens souvent achètent du temps ou se sentent obligés de promettre plein de choses et finalement tu te mets de la pression parce que tu n'arrives pas à livrer. Promettez moins, livrez plus, ce qui veut dire dans ce sens-là que peut-être être avec des plans modestes, parce que je vois dans presque tous les pays où j'ai fait, des plans sont très ambitieux, mais on a très peu de moyens pour les réussir, pour les livrer. Donc, être réaliste. Le troisième élément, je voudrais ajouter la constance. On fait souvent par coup d'éclat. On a un budget, on a quelque chose, on fait un grand coup, et après, ça tombe à plat. Peut-être c'est mieux de faire des petits coups dans la durée. Donc, garder l'agilité aussi, parce que quand on se donne un plan qui est chargé, on devient vite engorgé. Donc, la constance dans les actions, ça amène la crédibilité des partenaires et ça amène la crédibilité aussi de son entourage, parce qu'on sait qu'avec vous, quand vous dites quelque chose, vous le faites, pas juste une fois et tout le temps. Et le dernier élément que j'ajouterais, l'équité. Être équitable. Agir de la même manière à tout le monde.
hommes, femmes, jeunes, autres, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de hiérarchie, souvent, dans des traditions encore très, très ancrées dans nos pays émergents. Et particulièrement avec l'héritage aussi dans la francophonie, la hiérarchie, elle est extrêmement, ça devient même un handicap principal pour les changements. Merci. Sylvie, avez-vous un complément? Je n'ajouterai pas grand-chose. Ce que je voudrais tout simplement ajouter, on l'a suffisamment dit, c'est l'engagement individuel. L'engagement individuel qui vous pousse à faire quoi? Ce que disait tout à l'heure Hubert. Si vous avez cette détermination, ça veut dire que vous inspirez déjà confiance autour de vous. Alors, bâtissez les instruments dont il vient de parler sur l'équipe autour de vous pour partager en fait ta vision d'avenir avec l'équipe, pour la porter avec elle. Peut-être qu'avant même de faire cette vision, par exemple, vous venez d'entrer dans une nouvelle fonction, vous trouvez des changements en cours, ce qu'il y a, c'est que vous devez monter à bord. Avant de monter à bord, il faut vous assurer que vous comprenez où va le bateau, avec qui vous allez sur ce bateau. Peut-être que ils sont sur une mauvaise voie. Réfléchissez avec eux et peut-être que vos idées peuvent les amener à redresser le tir. Mais soyez déterminés. Tony, mais Hubert aussi, a parlé de la mixité. Même si j'ai défendu le leadership des femmes, des fois, ceux qui portent les changements pro-genre sont beaucoup plus les hommes qui ont vu peut-être des qualités chez certaines sœurs qui ont confiance beaucoup plus en vous que vous ne le croyez. Alors, et il y a des études qui ont prouvé que, bien sûr, les hommes ont leur fort dans tel domaine, les femmes ont des qualités plus élevées, plus importantes dans tel autre. Il paraît que les femmes sont beaucoup plus prêtes à développer la gestion participative. Elles sont beaucoup plus disposées à développer les autres, alors que les hommes sont beaucoup plus forts dans le contrôle de l'équipe, dans la décision individuelle. Et c'est mieux alors de construire votre stratégie sur une équipe mixte pour pouvoir développer les synergies. Je ne reviendrai pas sur les instruments de planification, mais c'est important qu'il y ait toujours des instruments de suivi. Même quand vous vous êtes fait un plan de carrière, chaque fois, essayez de voir si... Donnez-vous des instruments pour évaluer ce que vous avez fait, si vous êtes vraiment sur le chemin d'atteindre vos objectifs. Et ce qui est important aujourd'hui, ce sont les réseaux. Dans notre temps, on se tuait dans les livres. On n'avait que les livres. Et pouvoir avoir des livres, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir l'Internet. Vous avez la chance d'avoir des innovations technologiques qui vous relient avec... Vous allez sûrement créer un réseau et vous allez échanger des idées. Et voilà ce qui va vous aider. Vous allez critiquer le projet d'hôtel, le projet d'hôtel en groupe. Et votre groupe va pouvoir aider l'un ou l'autre. C'est là le vivier du leadership. Merci. Merci.
On a une question. Merci. Je me présente, c'est Omer Zéfi, aussi originaire de la Côte d'Ivoire. Je me réjouis des différentes présentations qui ont été faites. Surtout, ma question va s'adresser peut-être plus à M. Hubert, mais il serait intéressant aussi d'avoir une contribution de Mme Sylvie, c'est ça. Alors, ma question, elle est simple. Je voulais savoir tout simplement, au regard de votre expérience et au regard des chiffres qui sont plus ou moins disponibles, tels que ceux du PCBF, 32 années d'expérience, 85% de taux de réussite dans la réintégration, comment pourrait se présenter la courbe d'évolution d'une réintégration ou bien la courbe d'évolution d'un changement issu d'une compétence acquise à l'extérieur d'un pays? Je vais donner une illustration. Lorsque nous démarrions l'acclimatation, il y a une image qui me revient en tête toujours, c'est cette courbe de ce qui allait s'advenir. Nous savions que nous allons commencer très fort. Lorsqu'on allait arriver à la période d'hiver, il y aura une chute, et puis après on va remonter, comme présentement, tout joyeux de repartir. Alors, pour la réintégration, est-ce que c'est possible, sur la base de vos expériences, sur la base des, comme je dis tout à l'heure, des chiffres, de nous donner comme une cartographie de l'évolution du changement qui peut s'advenir lorsque nous allons rentrer au pays? Merci. Mais c'est une excellente question. D'ailleurs, actuellement, je travaille avec l'équipe de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. On travaille et en juin, je vais recevoir une équipe de gestion qui vient depuis 2 ans au travail ces éléments-là, comment faire les transferts et des changements durables à ces niveaux-là. La courbe est inévitable. Vous savez, même une plante, quand tu mets une graine de maïs ou d'arachide dans la terre, elle passe toujours par une décomposition, n'est-ce pas, pour qu'elle se multiplie. Donc, c'est un processus qui est normal. Donc, quand vous arrivez, il y aura une période où ça va faire comme un éclos, où il va se faire un tri naturel de ce qui est applicable et non. Des théories et des connaissances que vous avez reçues sont basées sur des expériences qui sont imprégnées d'une culture. Il y en a, la plupart, c'est des cultures occidentales et nord-américaines en particulier, qui ont leurs ancrages culturels. Donc, quand vous arriverez, vous verrez que peut-être de tout ce que vous avez reçu, à peine 20% seulement s'applique à la réalité locale, et il va se passer un phénomène un peu de dépression. Et ce phénomène-là est essentiel et nécessaire pour trouver qu'est-ce qui est compatible. Donc, il y a l'aspect de compatibilité culturelle qui sont importants, des changements qui vont être durables, c'est des changements qui vont trouver des ancrages culturels. Et c'est la durée est proportionnelle à votre capacité à adapter des éléments compatibles avec la culture locale. Parce que si vous essayez de tout transférer textuellement, c'est là que ça ne fonctionne pas. Et c'est là que vous allez voir que finalement, vous-même, vous allez finir par vous décourager. Donc, les premières étapes, quand on arrive, ce qui fait que la proportion de la durée est plus ou moins longue, c'est la capacité à s'adapter rapidement aux réalités locales, donc trouver vite des ancrages locaux. Pour ça, il faut vous trouver des alliés, comme a parlé Sylvie du réseau local, puis aussi trouver déjà localement qu'est-ce qui fonctionne, qui pourrait inspirer les gens. Les gens, c'est toujours plus facile de partir du connu vers l'inconnu. Si vous amenez tous les changements comme si tout ce que les gens faisaient localement avant, c'est de la merde, excusez l'expression, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui vont vous suivre, mais il y a quand même un aspect aussi de fierté. Mais il y a aussi l'aspect, il faut que ça trouve localement quelque chose sur lequel les gens, il faut valoriser des initiatives locales qui sont positives et à partir desquelles vous allez attacher de nouvelles connaissances. L'autre chose aussi, je donne un exemple, par exemple, il y avait un projet qui était de sensibilisation au sida. Il y a à peu près une quinzaine d'années, j'étais dans un de pays à l'ouest. Puis j'arrive, une de personnes qui venait de suivre la formation, puis il y avait une experte aussi québécoise, canadienne, qui était allée. Ça faisait 2 mois qu'elle était là, il n'y a rien qui se passait. Et convoquer des réunions à partir de l'hôtel où elle était, les gens ne venaient plus ou moins. La plupart du temps, il y avait peu de gens. Puis tout ce qu'ils décidaient ne fonctionnait pas. Mais le programme était superbe. Par hasard, j'étais là de passage. Je la rencontre. Elle était au désarroi parce qu'il restait un dernier mois. Parce que le projet était allé pour 3 mois.
Je lui ai dit, mais comment tu fonctionnes? Il a dit, mais regarde, on a un programme établi, on a un agenda établi, si c'est ça, ça ne fonctionne pas. J'ai dit, quand tu es arrivé ici, dit pourtant, dans cet endroit où il était, ça faisait le plus longtemps que le projet durait et qu'il y avait des bons résultats. Mais depuis qu'elle était là, il y a quelque chose qui était bloqué. Alors j'ai dit, mais c'est qui les responsables locaux, madame? Est-ce qu'elle était déjà allée la voir? Mais elle dit, mais non, mais je la convoque, elle vient ici, des fois on ne parlait pas. J'ai dit, mais c'était la doyenne qu'on appelait. C'était presque, ça pouvait être sa grand-mère. J'ai dit, la première chose que tu vas faire, trouve un cadeau, va la voir chez elle, juste pour parler, puis demande la conseil. Elle a trouvé un petit cadeau, elle est allée voir la maman dans son quartier, puis ils sont assises. La maman l'a calmée, elle a fait à manger, puis elle a invité quelques anciens du quartier, sont venus la voir. Puis elle a dit, écoute, j'ai besoin de votre aide. Elle a exposé son problème. Et les anciens sont assis, ils ont dit, OK, t'es notre fille, on va t'aider. Elle a convoqué la réunion. L'après-midi même, tout le monde était dans la cour. En 2 semaines, elle a reçu tout son projet, alors qu'en 2 mois, il n'y a rien qui bougeait. Vous comprenez? Elle n'avait pas trouvé des ancrages locaux. Son projet sur papier était super, mais dans les traditions, il fallait qu'elle respecte la hiérarchie. Il y avait un aîné qui était là. Tous les aînés devaient se déplacer pour une petite fille dans son hôtel, même s'il y avait un beau programme. Ça ne marche pas. Donc, il fallait qu'elle aille voir les anciens, qu'elle demande conseil, puis qu'elle s'attache aux règles du jeu local. Vous comprenez? Dans vos projets, vous avez des belles théories, mais il y a aussi des règles du jeu local. Il faut en tenir compte. Vous ne pouvez pas construire, sinon ce que vous allez faire, vous allez couper des cordes et vous-même, il va vous en rester très peu. Il faut défaire des nœuds, mais pas couper des cordes. Localement, quand vous allez arriver, vous allez rencontrer des défis, c'est comme des nœuds. Ça va prendre du temps. Il faut être patient, mais il faut défaire des nœuds, mais pas couper des cordes. Merci. En attendant que le micro se reconnecte, comprend donc toute cette question-là de gestion du changement, vous avez aussi à avoir à gérer la perception que les autres vont avoir de vous à votre retour, pour répondre à M. Zéphir. Donc c'est sûr que certains au début peuvent avoir la facilité de dire « Ah, il revient, il va nous montrer tout ce qu'il a appris là-bas comme si nous on ne sait rien ici ». Et donc je pense que l'élément qu'il faut peut-être retenir, c'est que vous devez convaincre par la crédibilité. La crédibilité, quelle est-elle? Quelle est la différence entre la crédibilité et la sincérité? La crédibilité, ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis, tout ça est exactement pareil. La sincérité, je veux le faire, mais je ne le fais pas. Mais je voulais le faire, mais je n'ai pas réussi à le faire. Donc ce que moi je retiens aussi en termes de gestion du changement, c'est que souvent on arrive, on veut faire un changement, on se base sur les différences que l'on a par rapport à une situation dans laquelle on est et une situation qu'on voudrait aller. Alors qu'au départ, pour réussir à convaincre les personnes d'embarquer dans ce changement, on doit s'asseoir à côté d'eux et de leur montrer qu'ils voient la même chose que nous et que nous, on voit la même chose qu'eux. Après ça, ils vont être confiants, ils vont dire « Ok, on est tous dans la même voiture, on s'en va dans la même direction. Maintenant, lui, ce qu'il me dit, en effet, il y a un chemin qui peut être meilleur que l'autre. » Mais si dès le départ, vous arrêtez la voiture sans expliquer quoi que ce soit et vous dites aux personnes « Non, non, c'est de l'autre côté que tu dois aller », la voiture va continuer à foncer sur vous. Elle ne va pas vous laisser changer. J'avais dit que je n'allais pas intervenir, mais il m'inspire mon intervention. Effectivement, quand on rentre d'une formation, il y en a dans ton service qui vont viser sur vous. Normalement, le patron qui t'a envoyé, il va viser sur ce que tu apportes pour enrichir les collègues. Il va penser que tu apportes une valeur ajoutée. Donc, préparez-vous dans ce sens. En partant, vous veniez du service, vous réanalysez le service à votre retour. Il n'est plus le même et vous n'avez vous-même, ce n'est plus avec le même regard. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être plus de capacité pour évaluer les forces et les faiblesses, pour évaluer ce que
on peut changer, sur quoi on peut construire. Et vous connaissez déjà l'équipe sur qui tu peux bâtir pour ceci, sur qui tu peux bâtir pour cela. Ou si, tout simplement, vous savez que votre équipe a besoin d'un renforcement de capacité, c'est cela qu'il faut convaincre votre supérieur. Comment concevoir alors ce programme de renforcement? Donc, après avoir étudié cet environnement avec un regard nouveau, avec des instruments d'appréciation acquis ici, vous apportez déjà une valeur ajoutée à votre patron qui va alors vous aider à bâtir pour que ce que vous avez acquis au niveau des outils, au niveau des nouvelles méthodes de travail, petit à petit, l'équipe va s'embarquer avec vous. Merci. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut manipuler son entourage. Aujourd'hui, vous rigolez, aujourd'hui la manipulation a une consonance négative, mais si vous regardez la définition réelle de ce que c'est que manipuler, c'est prendre avec soin. Donc on manipule et donc on prend avec soin notre environnement, les personnes qui sont là, pour assurer qu'on puisse aller tous un pas en avant, au lieu de faire 2 pas en avant et 10 pas en arrière. Oui, merci. Je suis Jean Bédel, Fabon de la Côte d'Ivoire. Alors moi, je voudrais poser une question, si l'on fait quelques précisions par rapport au leadership de la femme. Il faut noter que les femmes, très souvent, c'est vrai qu'elles ont envie de s'engager et quand elles s'engagent, parce qu'elles tiennent beaucoup compte de l'équité, de l'égalité, et donc très souvent, les projets qu'elles entretiennent aboutissent. Mais ce qu'on doit constater également, c'est que il y a de la valeur culturelle, religieuse et sociale qui, ces éléments-là peuvent constituer des freins au développement de la femme. Alors que dans son exposé, elle a beaucoup parlé de l'engagement politique. Et du coup, quand on rejoint un peu ce qu'a dit monsieur tout à l'heure concernant la petite fille qui veut faire déplacer des personnes âgées, on comprend tout de suite qu'il y a eu un frein également dans son développement de projet. Alors, on veut savoir quelle est la valeur sociale, culturelle et religieuse dans le leadership de la femme. Peut-être laisser Sylvie répondre ou Hubert. Mais juste avant, je voulais peut-être que Sylvie est au courant aussi. La Côte d'Ivoire a un bel exemple sur toute la question du leadership des femmes, avec le compendium qui a été développé il y a plusieurs années sur les compétences féminines. Et à l'époque, la ministre du genre avait approché le président ivoirien pour lui dire qu'elle voulait mettre en place ce compendium. Et il l'a envoyé dans la région la plus réfractaire, ou du moins celle dans laquelle il y aurait la plus grande résistance, en lui disant « va tester ça, si là-bas ça marche, tu me reviens me voir ». Elle est allée, pendant 3 mois, elle a fait de campagne, et elle est revenue, et elle a prouvé que ça a marché, et à partir de ce moment-là, ça s'est généralisé. Et aujourd'hui, le compendium des compétences féminines en Côte d'Ivoire permet de relever toutes les compétences qui existent dans tous les secteurs, société privée, société civile, etc. Et ensuite, une fois que ce compendium a été fait, il est, je pense, actualisé aux 2 ans, je crois, si je me souviens. On invite les femmes à développer leurs compétences, mais au-delà de ça, les femmes leaders sont invitées à coacher et mentorer au moins 3 femmes d'un niveau inférieur pour les aider à gravir les échelons. Mais sur ce, je laisse. Merci Tony. Je sens que vous connaissez mieux la Côte d'Ivoire que moi, mais il y a des éléments sur lesquels aussi je voulais ramener il s'appelle comment celui qui a posé la question? Jean Bédel. Jean Bédel, pour lui montrer la qualité des femmes qui nous ont servi de modèle en Côte d'Ivoire, même si la plupart ne sont peut-être pas appréciées à leur juste mesure. Si vous vous souvenez bien, le président Gbagbo a été porté à la victoire par le parti qui était dirigé par sa femme.
le parti d'Alassane Ouattara a toujours mis en avant Madame Diabaté. C'est pour vous dire que malgré les pesanteurs culturelles, il y a des femmes qui sont parvenues, entre guillemets, à briser le plafond de verre. Et c'est cela qu'il faut prendre comme modèle. Deuxièmement, nous avons parlé de réseau. Quand vous êtes convaincu de la valeur de votre projet, de l'importance de votre projet dans une société, nous avons parlé de réseau, et ces réseaux, ça peut être au sein de la famille, ça peut être au sein d'un club, ça peut être une personnalité masculine que tu as pu identifier, même dans les groupes religieux. Il y en a qui comprennent le plus important est de pouvoir convaincre sur l'important, et vous ne pourrez jamais convaincre que sur base de quelque chose que tu as construit, les objectifs, la stratégie, tout en sachant que vous avez aussi évalué les risques, et certains risques étant des risques liés à la culture. Mais ce qui est important, c'est de convaincre en montrant, en mettant en évidence les forces. Et parlant de la Côte d'Ivoire, que ce soit dans les groupes, au niveau local, on parle toujours des modèles en regardant en haut. Mais au niveau local, en novembre 2016, j'étais justement en Côte d'Ivoire, on avait un forum sur le renforcement des femmes dans les mécanismes de gestion et de résolution des conflits. Et on nous a beaucoup parlé de l'importance des femmes qui ont été de vrais leaders au niveau local pour protéger ce qui était visé par les violences. Donc il faut identifier, même au niveau local, où vous pouvez bâtir vos forces. Merci. Un de mes professeurs de gestion, quand j'avais fait ma formation doctorat en gestion internationale, m'avait dit une chose que j'ai toujours retenue: penser global, agir local. Et donc d'avoir cette vision macro, mais tout en étant vraiment ancré, comme Hubert aussi en a parlé, avec la réalité, avec les éléments. Le temps file tellement vite, je pense qu'on pourrait rester encore tout l'après-midi à discuter, à la fois parce que le sujet est tellement intéressant, mais aussi parce que nos panélistes sont aussi inspirants. Je voudrais demander peut-être pour chacun d'entre vous un mot de la fin, un conseil, une recommandation pour ces boursières et ces boursiers. Mais, écoutez, moi, si je peux partager humblement, moi, ça fait 31 ans que je vis ici, mais j'ai la chance de retourner régulièrement dans différents pays, dans la francophonie, et je vois à chaque année des changements incroyables qui émergent. Donc, vous êtes les leaders d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez faire la différence. Et cette différence-là doit commencer déjà par votre façon d'être. Vous devez incarner ces changements-là. Donc, déjà, si vous avez la chance de travailler même en posture des leaders, en posture des responsables, des gestionnaires, sortez de la logique des gens qui travaillent pour moi. Allez vers les gens qui travaillent avec moi. Déjà, c'est différent.
Sortez de la logique des divisions, hommes-femmes, jeunes-vieux, un tel, telle ethnie, tel pays. Les équipes les plus fortes où j'ai observé des merveilles, c'est des équipes hétérogènes. Des gens qui ont la capacité de s'entourer rapidement, des gens qui ont du talent, mais qui viennent des univers différents. D'abord, des équipes mixtes et aussi des différents âges, mais aussi des gens qui ont des références culturelles, que ce soit des cultures locales différentes. Et quand ces leaders réussissent à faire travailler tout le monde, ça fait toujours des merveilles. Moi, jusque-là, je suis impressionné. Et les derniers mots, je dirais, cultiver la confiance. Moi, ce que je vois, je crois que l'ennemi commun qu'on a à combattre énormément, c'est la confiance. Derrière les apparences, les gens se cachent beaucoup derrière des procédures, derrière des études, derrière toutes sortes de projets. Il y a toujours plein de mandats et tout l'argent de l'aide que l'Europe envoie, l'Union européenne, ça retourne là-bas par des consultants. Parce que localement, les gens ne se font pas confiance. Donc, quand des consultants arrivent aussi, ils ne transfèrent pas les connaissances. Donc, les gens sont dépendants, ils demandent encore des consultants. La meilleure aide que vous pouvez donner, c'est donner confiance aux gens. Les amener à faire confiance à leur intelligence. Ils connaissent mieux que personne. Et fin de fin, c'est rare que ce soit des solutions de consultants qui sont appliquées. C'est la connaissance que les gens ont d'eux-mêmes. Donc, cultiver la confiance. Et la confiance, ça veut dire quoi? Si on décortique ce mot-là, les cons, le préfixe. Mais la racine, le magme porteur de sens, vous savez, c'est fiancé. Et être fiancé, c'est quoi? C'est porter un projet commun. Et quand on n'a plus le projet commun, qu'est-ce qui arrive? Je deviens me fiant. Je me fie à moi-même. Les gens sont tellement devenus méfiants que les défis majeurs, d'abord de changement, c'est créer la confiance, donc rétablir le projet commun. Amener les gens à voir, à regarder, comme disait Tony, dans la même direction. Si déjà vous réussissez ça, la moitié de changement est établie. Parce qu'en ce moment-là, on se mobilise pour une cause commune. Alors, bravo pour la suite. Ce que je peux vous dire, Nelson Mandela aimait dire que en faisant scintiller ta lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. C'est très parlant. Faites scintiller ta lumière. Valorisez-vous. Et tant que vous inspirez confiance, tant que vous avez confiance en vous, en vous-même, ça vous ouvre et vous inspirez confiance. Tout le monde voudra venir jeter un coup d'œil sur comment vous êtes parvenu à changer et voudra faire comme vous. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a toujours peur du changement. Il faut risquer le changement. Beaucoup de gens, de mon temps du moins, je me souviendrai toujours quand nous avons commencé à nous battre pour nos droits. Il y en a qui venaient me dire, mais pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi vous êtes toujours en train de vous heurter cela? Mais vous risquez de pousser les autorités, je parle de la Banque centrale, à ne plus nous donner des crédits dans tel domaine, parce que vous êtes en train toujours de pousser pour qu'il y ait changement ici. Il faut oser. Il faut pousser parce que vous êtes déterminé, vous êtes dans vos droits, vous êtes convaincu que vous allez gagner. Troisièmement, on a parlé
de l'esprit d'équipe, c'est quelque chose de très important. Mais préparez-vous. Il y a des gens qui aiment... Peut-être que j'ai ce défaut aussi. Tout à l'heure, j'ai voulu allonger la parole. Quand tu travailles en équipe et que tu es leader, développer l'écoute. Il faut beaucoup plus écouter ton équipe. Il faut être à l'écoute. Il faut être sensible à leurs problèmes. Il faut écouter leurs idées. Parce que non seulement tu es responsable, mais il faut savoir que tu es responsable d'une équipe. Et tu ne pourras pas réussir sans la réussite de ton équipe. Il faut les écouter. Il faut les pousser à avoir confiance. Il faut être toujours aux aguets pour savoir avoir des informations sur comment renforcer les capacités de ton équipe. Donc, l'esprit d'équipe est important. Et savoir alors où se trouvent vos intérêts. Des fois, quand on parle des réseaux, ce ne sont pas les collègues avec qui vous travaillez seulement. Peut-être que tu es en train de te demander comment ton projet pourra bénéficier des avantages au niveau du gouvernement. Chez nous, en Afrique, quand tu lances une nouvelle entreprise, on a tendance à demander l'avantage, entre guillemets, du code des investissements, allègement en ce qui concerne l'impôt pendant une certaine période. Mais tu penses seulement au moment où tu as fait le projet que tu n'as pas quelqu'un qui pourra te défendre le projet. Et tu commences à te demander, mais comment est-ce que je vais influencer? Et c'est là où tu dis, tiens, mon collègue fait partie du club de golf. Or, dans ce club de golf, il y a tel qui sont membres du comité d'analyse au niveau de... Alors, pourquoi n'avoir pas pensé plutôt à entrer en contact avec ces gens? Mais c'est le moment, il n'est jamais tard. Pour vous dire que les réseaux, c'est même à l'extérieur, même dans un cadre qui n'a pas de lien direct, mais qui peut vous servir. Essayez d'être ouvert. Les raisons sont importantes. Merci. Dernière chose, mais je m'excuse. Je finis par là où j'ai commencé. La politique vous concerne tous. Ça vous concerne tous. L'intégration effective des femmes au niveau des postes de décision vous concerne tous. Impliquez-vous. Saisissez l'opportunité pour influencer les changements afin que là où tu vises, on puisse t'ouvrir un corridor pour que tu y parviennes. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je terminerai aussi avec ce que mon père me disait quand il était vivant et que j'allais à l'université. Il m'avait dit, tu sais Tony, mon fils, l'humanité a évolué, l'être humain a évolué physiquement aussi depuis le début, depuis que le singe est descendu de l'arbre, est devenu homme, a marché, etc. Ils disent que l'humanité a développé, puis l'éducation, etc. C'est pour ce que tu apprends à dire et que tu t'avances dans ce que tu dis. Mais tu constateras que les deux oreilles sont toujours restées là. C'est pour t'apprendre à savoir que tu dois écouter 2 fois plus que tu ne parles. Oui, merci beaucoup, Voilà. Tony. Donc, merci. Merci. Je pense que vous avez eu
beaucoup d'éléments sur les questions de défis, d'enjeux, d'être un leader, d'agent de changement. Des stratégies, des plans d'action aussi ont été disséminés au travers. Je conserve juste un élément pour la fin de mon côté, c'est que c'est toute cette question d'inclusivité, de responsabilité de cette inclusivité pour que le leadership que vous développerez ne soit pas uniquement individuel, mais qu'il doit être collectif pour le bénéfice de tous et qu'il traverse l'ensemble de tout le monde qui est autour de vous. Alors je vous demanderai juste peut-être qu'on se lève tous pour une grande main d'applaudissements pour Hubert et Sylvie, pour les remercier. Merci beaucoup. On vous demande à 14h20 les sessions recommencent à 14h20 et vous allez très certainement continuer à discuter de tout cela. Merci beaucoup.